Bonjour Olivia, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, ça va. Bah déjà, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. Ça me fait vraiment très plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de participer. Bon, alors du coup, Olivia, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas l'occasion de te connaître? Bonjour, je m'appelle Olivia Luscap, j'ai 21 ans. En 2018, j'ai été élue Miss Martinique. Je n'ai pas poursuivi dans le secteur de la mode, mais j'ai continué mes études et actuellement, je suis en école d'immobilier en alternance, en tant qu'agent immobilier. Et au préalable, j'ai aussi fait des études d'ingénieur qui n'ont pas forcément plu. Donc voilà. D'accord, ok. Bah, merci Et pour... je suis martiniquaise, du coup, Miss Ah, Martinique. j'espère bien. Alors oui, petite question. Tu es originaire de quelle ville en Martinique? De quel Du coin? Robert. Du nord? D'accord, ok. Donc Top. c'est plutôt le centre. Ok, ouais, donc ni l'un ni l'autre. Bon, bah, c'est cool. Et donc, du coup, t'es né là-bas et t'as grandi là-bas, t'as passé la majeure partie de ta vie là-bas. C'est ça, donc j'y étais jusqu'à mes 19-20 ans et Mhm. je suis venue ici, pour, des études qui du coup, n'étaient pas présentes là-bas. D'accord, ok. Bon, alors, pour la petite anecdote, je suis aussi d'origine martiniquaise du côté de ma mère, mais du coup, plutôt Ah! du nord, le Marigot. Ouais. D'accord, oui, je vois où c'est. C'est Ouais. top, oui, la Martinique en grand. Ah, on est là. Oui, ok. Alors du coup, le sujet du jour, hein, tu le connais très bien, c'est les critères de beauté et la femme antillaise. Et j'ai une première question pour toi, c'est qu'est-ce que la beauté? La beauté. Alors, waouh, question philosophique, vous avez 4 heures. Alors Ouais. la beauté, hem, waouh, donc c'est tout ce qui va être lié à l'image qu'on renvoie. Mhm, Donc souvent on parle même de beauté intérieure parce que du coup on met ça aussi au-delà du physique, mais c'est surtout l'image extérieure qu'on renvoie, je trouve. Donc oui, l'apparence, l'image qu'on donne mhm, et puis comment elle est perçue. Donc positivement, là on parlera de beauté. Et ouais, si on la trouve plutôt négative, on va pas forcément employer ce terme, quoi. ouais. C'est un peu mon point de vue là-dessus. Ok, intéressant. Ok. Bon, alors du coup, dans cette première partie de l'échange, je voudrais vraiment qu'on vienne un peu sur ton témoignage et ton histoire à toi, et notamment bah, durant ton enfance et ton adolescence. Donc en fait, toi, quel était ton rapport à la beauté durant ton enfance? Est-ce que tu te sentais belle? Est-ce que tu te sentais bien dans ta peau? Alors franchement, je pense que oui. Après, je pense qu'on passe tous par une phase assez ingrate au collège. Mm. J'ai pas eu d'acné ou de soucis particuliers qui font complexer la plupart des jeunes, Mhm. mais je n'étais pas forcément hyper à l'aise non plus avec mon image. On trouve toujours plus beau que soi, qu'on n'est pas forcément suffisamment bien, suffisamment dans les critères. Mm. Et puis au fil du temps, la confiance en soi a augmenté de fil en aiguille. Et puis là, je me sens plutôt bien, mais c'est vrai que dans l'enfance, alors j'étais pas très portée sur l'apparence, Mhm. mais je ne me considérais pas non plus comme super jolie, quoi. OK, intéressant pour quelqu'un qui ensuite, s'est tourné vers les concours de beauté, mais tu nous parleras, de ton expérience de Miss ensuite. Donc du coup, ça, c'est durant ton enfance et durant ton adolescence, du coup, tu m'as parlé un peu du collège, mais tout ce qui est année lycée, est-ce que durant les années lycée, tu as appris à t'accepter plus par rapport à, je sais pas, ton physique? Ou est-ce que les années lycée, tu étais encore dans cette optique où des fois, peut-être, tu te comparais aux autres ou peut-être des fois on te faisait des commentaires sur, je sais pas, enfin, tu vois, sur, je sais pas, un bouton ou que sais-je. Niveau collège, donc je dirais que je ne me trouvais pas si jolie que ça, mais que j'avais pas forcément de grands complexes qui m'empêchaient de bien vivre. Au lycée, j'ai commencé à faire un peu plus attention, c'est-à-dire aux salles de sport, essayer de bien coiffer et cetera. Mais globalement, ça allait. J'estime que je n'ai pas eu de soucis, Ah, à ce niveau-là. Je n'étais pas non plus hyper confiante en moi. J'avais pas beaucoup de confiance en moi forcément, mais pas non plus de d'avis complexe, négatifs, voilà. de complexes, majeurs. Donc OK. globalement, ça va. Bah, c'est cool, c'est bien d'entendre aussi ce type de témoignage, plutôt positif, donc c'est super intéressant et donc du coup,
aujourd'hui, à 21 ans, donc en tant que jeune adulte, quel est toi ton rapport à la beauté? Alors actuellement, je pense que je peux dire que je m'accepte, pleinement, heu, mon visage, mes cheveux, mon corps, tout vraiment ça va. Alors c'est aussi le résultat d'un travail, de vouloir mieux s'accepter, d'être à l'aise avec soi. Mmh mh. J'estime que c'est pas naturel, c'est pas inné, on n'est pas, d'office 100 confiant. Mmh. Là actuellement, je me sens très bien dans ma peau. Je Mmh. pense que l'expérience de Miss, c'est le fait d'être confrontée à des avis, des critiques, donc positives ou négatives, Mmh. ça impacte et donc de là, il faut savoir qu'est-ce qu'on accepte de prendre de l'extérieur ou pas et Mmh. donc aussi, je pense qu'il faut aussi beaucoup se baser sur son point de vue à soi, c'est-à-dire je suis à l'aise avec, ce que je suis, avec l'image que je renvoie, Ouais. donc les avis extérieurs négatifs comme positifs, hein, C'est vrai? m'influent pas tant que Mmh. c'est-à-dire que, heu, lorsqu'on se base beaucoup sur des avis positifs extérieurs, donc on attend de l'autre qui nous dise, «Tu es jolie, tu es belle» et cetera. C'est Le fait. jour où il y a plus ça, On va là on se sent pas bien parce que du coup, notre valeur était basée sur le point de vue extérieur et là actuellement, c'est pas le cas. Alors forcément, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, oui, un petit des compliments, compliment. ou parfois on demande un avis extérieur, mais ça n'influe pas sur, l'image que j'ai, de moi. D'accord, et donc comment tu est-ce que tu aurais une méthode ou en tout cas une petite technique que tu pourrais partager avec nous pour faire en sorte que cette valeur, que tu te donnais, elle soit vraiment, propre à toi-même et que tu comptes pas sur la validation extérieure? Comment tu as fait pour arriver à ce stade-là? Je pense que ça peut être bien de le faire à l'écrit, une liste des choses qu'on aime bien, des choses qu'on n'aime pas. Mmh. Alors, pour ceux qui ont peu confiance en eux ou en tout cas au début, la liste de ce qu'on n'aime pas, sera peut-être plus grande que ce qu'on aime. Mmh. Mais elle sera pas infinie non plus. Donc au fur et à mesure, on va se dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire passer, de la colonne "je n'aime pas" à "j'aime bien" ou «je peux apprécier un peu plus»?» Mmh. Et sinon, est-ce que je peux faire un petit truc pour, que ça me complexe moins et cetera? Oui. Par exemple, un truc, tout bête, j'ai pas de sourcils, très peu. C'est-à-dire que j'ai très peu, de sourcils et ça me complexe un peu. Donc bah, du coup, pendant une période, j'étais là tous les soirs à masser avec de l'huile de ricin. Non, mais oui, Alors ça a cette fonctionné fameuse huile de ricin, on l'entend pour tout. Cils, sourcils, cheveux. et pour le coup, ça a fonctionné. J'ai Waouh! aussi ma phase, maquillage des sourcils, donc je les maquille toujours. Sauf que, je me suis dit aussi, il faut réussir à s'accepter sans ça. Oui. Mmh. Donc mettre un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Mmh. Et lorsque je suis arrivée au stade où je me disais: «Bah, je peux sortir absolument sans maquillage sur mes sourcils, je suis à l'aise avec ça», Mmh. là, je me suis dit, «Bah, je peux maquiller les sourcils en sachant que c'est parce que je trouve ça joli et Oui. pas parce que ça cache un complexe». Ouais, en fait, c'est pas par nécessité, mais plutôt par, oui, voilà, juste par pur esthétisme, voilà, ouais, pas pour camoufler un complexe. Super intéressant. Tu nous as parlé beaucoup aussi de l'expérience, des Miss, enfin, du fait qu'il faut pas compter sur la validation des autres par rapport à l'expérience des Miss, et j'aimerais un peu revenir sur cette expérience. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans, le concours de beauté Miss Martinique? Alors au départ, ça n'avait rien à voir avec la beauté, c'était plus par rapport à l'expérience que c'est. Donc rencontrer des gens, voyager, faire plein de choses en fait. C'est Mmh. aussi, un peu comme ça qu'on vante l'expérience, pour les castings, c'est-à-dire, ça peut être une expérience de vie, qui fait grandir énormément et ça a été le cas Mmh. et alors certes, il y a le côté physique, mais pour le coup ah bah oui, en revenant sur les complexes, je me trouvais un peu trop grande. Ah bon? Je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi ne pas utiliser ça, positivement, quoi?» parce qu'au final, il y a Bah des oui, critères parce de qu'ils en ont grandeur besoin pour les Miss, justement, et donc hein. voilà. Mais c'est vrai que quand on est un primeur qui se trouve un peu grand par rapport aux autres, c'est pas forcément, hyper plaisant puisque Mmh. surtout, jeune, on essaye de se conformer à tout le monde, d'être à l'aise, de ressembler à Bien tout le sûr. monde. Voilà, exactement. Mmh. OK, donc toi, tu t'es lancée dans le concours de Miss pour l'expérience. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, en fait? Déjà, est-ce que tu dois déjà passer un premier concours à l'échelle locale, je sais pas, Miss Robert, pour ensuite devenir Miss Martinique? Ou est-ce que l'élection, c'est directement Miss Martinique?
Alors pour la Martinique, c'est Miss Martinique. OK. Ça dépend des régions, en fait. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, ils ont vraiment, beaucoup d'élections, peut-être, 3 ou 4, Ah ouais? avant d'arriver à Miss France. Donc il y a des Miss, communales, de villes, Oui. de départements et ensuite, Miss régionale. Pour la Martinique, donc c'est Miss Martinique directement. Alors on a plusieurs castings par contre avant, qui ne Mmh. sont pas des castings, publics D'accord. et donc c'est, surtout l'élection qui va être montrée, un peu de la préparation après le casting final. D'accord et donc du coup, toi, dans quel état ouh! J'ai, fourché. Dans quel état d'esprit tu étais pour, pour cette première élection, du coup, pour Miss Martinique? Est-ce que tu étais plutôt détendue, stressée? Est-ce que, tu avais peur? Parce il y a un public dans la salle aussi, tu défiles et cetera. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails? Alors, avant d'y être, moi j'avais un peu le côté: «Je n'ai rien à perdre de toute façon, donc Mmh. je suis bien chez moi, je fais mes études, ça se passe bien, si on me refuse, ma vie continuera de la même façon». Mmh mh. J'en ai pas parlé non plus, pour éviter d'être déçue et d'avoir à le dire. À expliquer. Hem, par la suite, donc une fois qu'on y est, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'être confronté au regard d'autrui parce que même si on se sent plutôt à l'aise avec l'image qu'on renvoie à soi-même, là on est confronté aux critères des autres, Mmh. à la comparaison avec d'autres. Ouais, Et là, il y a le côté où on peut se trouver jolie et trouver les autres jolies, mais là, on en vient à la comparaison. ouais. Donc ça peut être le point négatif qui peut un peu jouer sur notre confiance. C'est-à-dire, est-ce que je suis à l'aise par rapport au fait qu'on me compare à quelqu'un d'autre? Oui. Et au final, soi-même, on se compare à d'autres. C'est ça, c'est vrai. Parce qu'en vrai, au final, le concours de Miss, c'est un peu basé sur la comparaison parce qu'il y a plusieurs candidates et forcément le jury ou comme tu as très bien dit, la candidate elle-même va à un moment ou l'autre se comparer. Et comment tu affrontes ça? Parce qu'il y a une phrase en anglais qui dit que, la comparaison, c'est le voleur de la joie et c'est vrai. Comment tu te sens si tu te compares aux autres? Est-ce que ça t'impactait moralement? Non, parce que du coup, j'avais quand même le côté, j'ai rien à perdre de toute façon. Donc, si je perds, ma vie continue de la même façon. Et j'essayais aussi de me raccrocher à ça en me disant, au moins, j'aurais vu ce que c'est et c'est bien. Mmh. Mais il y a quand même des moments où on se dit, est-ce que ça va le faire? Un tel fait mieux la chorégraphie que moi, par exemple, ou un tel a Plus un grand. très joli visage, de beaux traits, etc. Donc, Mmh. on en vient à se comparer aussi. Mais c'est aussi là justement qu'on se remet en question. C'est-à-dire, est-ce que je suis censée me comparer aux autres ou alors me dire comment je m'améliore moi sans Ouais, forcément le faire vis-à-vis d'autrui. ouais, j'aime Après, bien. ça reste une compétition, donc c'est un peu compliqué de trouver un équilibre entre les deux. Mmh. Mais il y a la phrase qui dit pour briller, on n'est pas obligé d'éteindre les autres. Oui, Donc, tout à c'est fait. essayer d'éclairer le plus soi-même Mmh. sans se comparer aux autres. Mais ça reste compliqué, ça reste un concours, donc c'est C'est pas là, c'est facile. un peu du théorique, mais dans le concret, quelqu'un qui va dans un concours de beauté ou peu importe le concours, Oui, d'ailleurs. c'est par rapport aux autres si on gagne ou on perd. Ouais, Donc, il y avait ouais, ouais. cette idée-là. Oui, je pense qu'en fait, il faut aller en ayant c'est très cliché, mais un peu confiance en soi et en étant entre guillemets «bien dans ses bottes» et je pense que ça aide aussi ce que tu disais, le fait que tu aies participé en n'ayant rien à perdre. Je sais que dans certains pays, il y a vraiment cette culture des Miss et du coup, c'est des filles qui veulent être Miss depuis, j'ai l'impression qu'elles s'entraînent depuis qu'elles sont petites. Enfin voilà, c'est vraiment C'est ça, oui. elles veulent vraiment devenir Miss et je pense que là, pour elles, ça a un impact psychologique encore plus intense. Mais si on approche la compétition comme, entre guillemets «une expérience», comme tu l'as fait, comme un jeu, une expérience, bon je tente, je n'ai rien à perdre, je pense que le l'impact psychologique, il est moindre du coup. C'est ça. Ouais. Après, il y a quand même le côté critique négative qui, là, vient impacter indépendamment de la comparaison. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une critique en comparant par rapport à d'autres, ou Mmh. alors faire une critique, je dirais pas arbitraire, mais une critique comme ça, sans justification, gratuite. Ouais. Pas moi, elle est moche, quoi, tout simplement. Oui, Et là, enfin, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de façon de recevoir vraiment ce genre de propos. C'est ouais. un peu
À part rester Ça peut déconnecté, ne pas regarder. comment? Dans ce cas-là, il faut être déconnecté, ne pas regarder les réseaux sociaux où les gens mettent les commentaires, négatifs. Mais c'est ce que je faisais au début, Mmh. mais je trouve ça, alors c'est un peu bizarre de le dire, mais un peu lâche. C'est-à-dire que, pour se sentir bien, il faut refuser de voir ce que l'autre dit et Mmh. je pense que c'est pas forcément une façon hyper constructive de voir la chose. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre le fait qu'une personne, Ne le a un fais truc de pas. négatif à dire, en fait. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être, gratuit et méchant, tout comme ça peut aider à faire mieux quelque chose. Mmh. Mais dans tous les cas, le fait de ne pas vouloir regarder, c'est aussi admettre qu'on est vulnérable vis-à-vis de ça. Ouais. Alors que si on réussit à pouvoir voir la chose, à entendre la critique négative sans qu'elle nous impacte, pour moi, c'est encore mieux que de juste se dire: «Je regarde pas», quoi. Donc encore une fois, on revient à ce que tu disais, il faut vraiment apprendre à avoir une base solide en interne pour ne pas être atteint par une critique extérieure, qu'elle soit positive ou négative. C'est ce que tu disais un peu plus tôt au final. C'est ça. Ouais. Oui. Et donc du coup, ça c'était l'élection Miss Martinique. Du coup, quand tu as gagné, alors attends, je veux revenir sur ce moment quand même. Quand tu as gagné, du coup, tu as eu cette couronne de Miss Martinique. Comment tu t'es sentie? Comment c'était? Heu, Bizarre. Oh! Je pensais que les gens Alors ah, pourquoi bizarre? Parce que même si on a fait tout ça, qu'on y croit, mmh, à fond, qu'on connaît les chorégraphies, qu'on a fait les shootings, les représentations et cetera, on voit quand même le potentiel des autres. Faut pas oublier le côté comparaison. Qu'au final, on se dit, «Ce sera peut-être elle et pas moi» ouais. et donc même si on y croit, oui, non, j Mmh. moi j'étais, un peu bloquée du coup lorsque j'ai été élue et c'est en voyant dans le public, mes proches qui étaient super heureux, crier, applaudir et tout. Là, je me suis dit: «Ah, c'est peut-être moi là qui suis élue. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien». Là, tu as réalisé, c'est super et donc du coup, qu'est-ce qui s'en est suivi après? Donc directement alors du coup, tu as été, couronnée Miss Martinique à quelle période? Parce que je sais qu'après il y a du coup l'élection Miss France qui suit. Il y a eu plusieurs mois entre-temps ou est-ce que ça a été, direct? Est-ce que c'était juste après Alors ça l'élection? se passe en fin septembre D'accord. et l'élection de Miss France se déroule en décembre. C'est vrai. Donc j'ai eu, à peu près 2 mois de préparation en tant que Miss Martinique pour l'élection de Miss France. Donc c'était, des cours de bonne manière, des cours de démarche, cours d'auto-maquillage, préparation du trousseau de Miss France, donc tout ce qui va être, tenue, du soin pour les sorties, tout ce qui va être nécessaire pour le mois où l'on passe à Miss France. Donc faut savoir que Miss France, c'est, 1 mois entre la date où on rentre le comité Miss France et l'élection. Mmh. On fait, on va dire une semaine sur Paris, c'est le début, peut-être 10 jours ensuite, donc sur l'île où on passe, «nos vacances» entre guillemets. Dans mon cas, c'était l'île Maurice Oh! et par la suite, on retourne, donc dans la région où aura lieu l'élection. Donc Mmh. moi, je l'ai fait à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais Mmh. et là, on apprend toutes les chorégraphies, tout ce qu'il faut pour le show de Miss France et ensuite a lieu l'élection. D'accord. Alors, du coup, je voudrais savoir, toi, tu bah, tu étais déjà venue en France, enfin, du coup, en hexagone avant ou c'était la première fois? Alors j'étais venue au préalable pour des vacances, donc j'avais fait 3 semaines. OK. Mais bon, après, c'est pas pareil. Enfin, je pense que ça devait C'est être pas un cadre pareil, vraiment c'est pas différent. pareil, et Mmh. puis il faut savoir que Miss France, c'est vraiment, côté, vie de rêve, quoi. Pendant ce mois-là, on fait des hôtels, magnifiques, que la plupart des candidates ne pourraient même pas se permettre de faire, en temps normal, quoi. Normal, oui, bien sûr. Mmh. Et est-ce que tu avais trouvé cette période de préparation intense ou pas? Alors si, elle était vraiment intense, Mmh. on avait de très, très longues journées. Ouais. Alors surtout à Miss France, c'est-à-dire que c'était, 6 heures, 23 heures, minuit. Ah oui. Alors souvent, on voit le côté, très beau et cetera, mais c'était toute la journée en film, donc il y a des prises à refaire, Ouais. heu, une tenue à avoir, se préparer, se changer, se remaquiller entre différents moments, être toujours, à la Ouais, minute près, c'était intense, ouais, c'était très, j'imagine. très intense. Et aussi, j'ai une autre question par rapport à l'entente entre Miss. C'est comme on disait plus tôt,
les concours de Miss, il y a aussi cet aspect compétitif. En même temps, vous passez un mois ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des affinités et des liens qui se créent tout de même? Alors oui, 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 oui. Pour le coup, mon année a été une très bonne promotion, c'est-à-dire que Ah! l'entente était très, très bien. Mmh. La plupart des filles étaient un peu dans l'optique, j'ai gagné dans ma région, c'est déjà super. Là, je donne le mieux que je fais du mieux que je peux Mmh. et si ça passe, tant mieux. Sinon, ben, moi, j'aurais fait un super, séjour. Niveau affinité, ça se passe très bien et là, donc ça va bientôt faire 3 ans Mmh. et ça se passe toujours, super bien. On est encore en contact. On a prévu de se faire un week-end à Paris, avec toute la promotion, toutes celles avec qui on est resté en contact. C'est vrai que quelques-unes se sont mis de côté et ont un peu mal vécu l'expérience. Ah! Donc je pense que la donc il y a aussi le côté confiance en soi, les critiques, c'est pas simple, du tout et tout le monde a c'est pas simple pour tout le monde Mmh. et tout le monde a, comment dire? Sa façon de réagir aux choses. Mmh. Donc l'élection a pu être, assez compliquée. Faut aussi savoir que parfois après l'élection, ça peut être difficile de reprendre sa vie normale lorsqu'on a vu des hôtels 5 étoiles, tout compris, voyager et cetera et c'est vraiment le cas. Alors moi, j'ai repris mes études directement après, donc j'ai pas eu de blues, post-concours, mais ça arrive parfois. Ah oui, pour certaines. OK, et quand tu as participé à l'élection, Miss France, bah, là, on parlait des critiques, mais ça devait être vraiment intense parce que Miss France, c'est diffusé sur, TF1. Il y a toute la France ou quand même une bonne partie des Français qui regardent. Il y a encore une fois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, ton comité, est-ce que le comité Miss Martinique t'avait préparé psychologiquement pour ça? Alors oui, j'avais été préparée psychologiquement pour ça. Ah, c'est Hem, alors certes, il y a un travail, on va dire, du comité, mmh. même s'ils avaient plus la démarche, évite de regarder et cetera. Ouais. Mais de mon côté, je savais que ça allait arriver donc C'est ça. j'étais quand même préparée. Après j'avoue ne pas forcément avoir trop regardé, j'étais dans mon petit nuage après Miss France donc les Ouais. critiques, écoutez, peut-être sur Twitter, moi je suis à Miss France. Bon voilà, hein, Oui, on va pas être, super triste non plus. Donc oui. ça allait, j'ai bien vécu. Après, quelque chose qui m'a quand même affectée, sur le jeu de la beauté, pendant l'élection, il faut savoir que lorsque j'étais à Miss Martinique, Mmh mh. heu, sans que je ne le sache, c'est-à-dire qu'on m'avait dit que j'allais faire un soin, on m'a fait un lissage brésilien, ce Parler. qui a changé ma nature de cheveux Ah, et ça, je l'ai quand même mal vécu. ouais, bah, ouais, parce que ça change la nature des cheveux. D'ailleurs, ça, c'est une question que, je voulais poser. Enfin, de toute façon, bah, super, ça va faire une belle transition parce qu'après, je vais vraiment parler des critères des beautés en eux-mêmes. C'est, durant l'expérience Miss France, est-ce qu'il y a des coiffeurs spécialisés pour les cheveux, crépus, frisés, bouclés? Parce qu'il y a tout de même il y a des femmes de différentes ethnicités. Bah, déjà, toutes les femmes des îles, généralement, après je ne généralise pas, mais bon, elles ont souvent les cheveux quand même plutôt crépus ou bouclés ou frisés. Et aussi même les Miss d'autres régions, ça peut arriver qu'il y ait une Miss, je sais pas, d'une autre région, une région en hexagone qui soit, peut-être métisse ou qui soit une femme noire ou qui soit une femme d'une autre ethnicité, mais qui a quand même les cheveux, bouclés. Donc est-ce qu'il y a des coiffeurs qui savent coiffer tous ces cheveux-là, en fait? Alors oui, il y a une, coiffeuse, cheveux, crépus, Mmh. dans l'équipe Miss France du coup. D'accord. Malheureusement, mes cheveux, je savais pas du tout comment m'en occuper vu que c'était «tout nouveau» entre guillemets, Ouais. puisque je savais m'occuper de mes cheveux au préalable, je savais comment ils allaient réagir à telle coiffure et tout et là, ils sont arrivés à Miss France très abîmés et Mmh. même avec une coiffeuse qui s'en occupait, je doute que ça donne quelque chose de positif, quoi et puis au final, par rapport à ça, du coup, ma photo, Miss France, ça par contre je l'ai pas du tout aimé et même les critiques, j'étais quasiment d'accord avec puisque du coup j'aimais pas du tout mes cheveux dessus qui ne me ressemblaient plus au final. OK, et donc du coup, est-ce qu'ils t'avaient enfin, ils ont fait un message brésilien sans ton accord? Non, oui, sans mon accord puisque on m'a dit de venir faire un soin au salon. Voilà, ça s'est passé comme ça. Oh là là. Donc ça parle aussi des critères, qui disent un peu que mes cheveux ne convenaient pas, sans le dire. C'est un peu ce que j'ai compris, quoi.
Mmh. Sachant que j'ai été élue du coup Miss Martinique avec mes Avec cheveux ces naturels. cheveux-là, bah oui, mais je Sachant qu'on est pense censé rester conforme à l'image, qu'on a lors de notre élection. ouais, Voilà, c'est voilà. après ça, je vais dire quelque chose d'un point de vue extérieur parce que bon, je suis pas très familière avec, le monde des Miss, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en tant que spectatrice, c'est que quand il y a des Miss qui ont ces cheveux du coup bouclés, frisés ou crépus, ils sont pas forcément mis en valeur. Alors qu'il y a des très belles coiffures possibles avec ces cheveux-là et c'est vraiment une question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il y a pas des coiffeurs qui savent coiffer ces cheveux-là? Parce qu'apparemment ils ont le budget quand même, enfin j'ose espérer qu'ils ont le budget, donc est-ce que tu penses que c'est une volonté en interne du comité? Est-ce que c'est enfin, comment expliquer ça quand même? Je trouve ça un peu incroyable parce qu'en 2020 avec vraiment il y a beaucoup de coiffeurs en France qui savent coiffer ces cheveux-là, donc je trouve que ça fait pas vraiment sens en fait. Je pense que ça, rentre un peu dans le cadre du fait qu'on a toujours l'idée d'une Miss qui a les cheveux longs et lisses ou alors légèrement ondulés Mmh. et qu'au final, même lorsqu'on regarde les filles qui sont élues, souvent aussi pour les îles, elles entrent aussi dans ce critère-là. Ouais. Donc par rapport à ça, je me dis que ça peut être une explication, Mmh. à cela et pareil, si je devais me représenter cette année, je pense que j'aurais, préféré aussi me coiffer seule et j'aurais été à l'aise avec, ce baisser faire de mes cheveux. Ouais. Parce que, comment dire? Quand bien même ils savent les coiffer, il y a aussi des directives, pour que tout le monde soit un peu similaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des shootings photos, tout le monde a, la même tenue, par exemple. Et Mmh. donc si, la coiffure c'est 2 tresses, tout le monde aura 2 tresses. Si cheveux lâchés, tout le monde aura les cheveux lâchés. Et au Ah final, OK. certaines coiffures vont, hem, comment dire? Mieux convenir à un type de cheveux Que et d'autres moins convenir à d'autres. oui et puis, après encore une fois, je pense que c'est vrai parce que j'imagine si du coup tu viens avec un gros et bel afro, parce que l'afro volumineux c'est aussi très beau, mais donc du coup, ça va pas enfin peut-être que tu vas entre guillemets «voler la vedette» à d'autres ou du coup tu rentreras pas dans le moule en fait. Donc je pense qu'en fait que ouais, c'est je vois ce que tu veux dire en fait. C'est pour ça, pour que tout le monde pour que ce soit uniforme d'un point de vue visuel. C'est un peu ça. Enfin, je vois l'idée, mais je trouve qu'encore une fois, ben, ça fait pas sens parce qu'on est là pour célébrer la beauté de chacune des femmes et après le public ou le jury votera. Donc si on s'uniformise tous, comment est-ce qu'on peut exprimer sa beauté pour ensuite gagner les votes? Mais ouais, c'est ouais. Ouais, merci Je en tout partage l'idée, mais c'est un peu ça l'idée derrière, le fait que qu'il y ait beaucoup de similitudes d'une personne à l'autre, alors qu'à la base, le type de cheveux ou le faciès, ce sera très différent. c'est ça, ouais. Bon, alors du coup, maintenant, je voudrais rentrer dans une autre partie, de l'interview. C'est par rapport aux critères de beauté en eux-mêmes, en fait, voilà. Donc, j'ai une première question, c'est: quels sont les critères de beauté aux Antilles? Aux Antilles, les critères de beauté, donc je dirais, assez clair de peau, pas blanche pour autant, mais plutôt un peu métissée, longs cheveux, bouclés, avec des formes, mais pas trop. Ouais. Hem, Globalement, c'est ça. C'est un peu, la fille qui plaira le plus. OK. Alors du coup, je vais revenir un peu sur les différents critères et j'en ai aussi noté, d'autres, du coup, comme ça on pourra en discuter parce que c'est aussi le but de cet échange. Déjà, je trouve que c'est bien que tu aies mentionné le fait que la peau, claire, elle sera mieux perçue et cetera parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, notamment avec un peu cette fascination qu'il y a parfois avec, les chabins, voilà, ou si tu es très claire: «Oh, elle est claire» et cetera. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer d'où est-ce que ça vient cette idéologie pour les personnes qui nous écoutent et qui sont, bah, pas antillais ou qui connaissent tout simplement pas, les critères de beauté aux Antilles et qui connaissent pas la raison. Alors pour moi, tout ça, c'est du colorisme. Mmh. Je pense que ça part de l'esclavage, littéralement, avec la théorie de Willy Lynch qui était, de séparer un peu, tous les noirs par rapport à leur couleur de peau, c'est-à-dire les plus foncés étaient au champ avec des tâches plus difficiles et les plus clairs, dans la maison, avec des tâches moins pénibles et ça aussi, ça a créé des différences de traitement et donc un favoritisme, des jalousies, des différences et ça a aussi brisé, l'unité au sein d'une même population.
et donc je pense que tout ça vient de là. C'est-à-dire que même les termes employés, donc mulâtre, chabin, c'est des termes qui persistent toujours, alors que ça vient de l'esclavage. Généralement, ce sont des bâtards animaux, donc ça veut dire entre moutons et cabris, Ouais. des choses comme ça. Alors des choses très péjoratives au final lorsqu'on analyse l'origine des termes, mais au final maintenant perçues quasiment comme des qualités quoi. Ah, c'est une jolie chabine, c'est un beau chabin, etc. Du Donc mot, ça vient de là. ouais. Mmh. Est-ce que tu penses que cette, mentalité-là, va changer? Ou est-ce que tu penses que, vu l'état actuel des choses, c'est encore là pour rester un bon petit bout de temps? Je pense que ça va changer Mmh. parce que les gens prennent conscience de ça. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, certains le savent, que ça existe, d'où ça vient, de quelle théorie il s'agit, etc. Et donc, simplement le fait de le savoir permet de l'appréhender différemment. Mmh. Mmh. Euh, Lorsqu'on voit juste le terme chabin comme quelque chose de positif, qu'on ne sait pas que ça vient de mots de bâtards d'animaux, que c'est négatif à la base, et lorsqu'on n'apprend pas d'où viennent ces choses, on ne peut pas essayer de les supprimer. Et Ouais. là, maintenant, le fait que les gens essaient de comprendre, de s'intéresser à ça, et puis d'être aussi plus à l'aise avec eux-mêmes, c'est-à-dire que On revient à ouais, c'est ça, hein. de trouver leur valeur en eux-mêmes et pas par rapport à ces critères-là, euh, ça aide aussi à arranger les choses. Et puis aussi, actuellement, en termes de représentation, on a beaucoup plus de femmes noires à la peau plus foncée, aux cheveux plus crépus, qui sont des figures publiques. Ouais. Et donc, par rapport à ça, je pense que ça aide aussi, même au niveau des concours aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi quand même du colorisme toujours bah, dans les yeux de la population, donc Mmh. les jurys aussi, Bien sûr. probablement. Mmh mh. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes noires sans aucun type de métissage apparent qui, euh, qui arrivent loin dans ces milieux-là. Et ça aide aussi les plus jeunes, je pense, à s'identifier. Et je pense que même s'il y a encore du travail à faire et que ça va encore prendre du temps, je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui, bah, en plus, ce que tu me dis, ça rappelle, je pense pas que c'était l'année dernière, je crois que c'était en 2019, il y avait une année, il y avait que des femmes noires qui avaient été élues à Miss Univers, Miss Monde et je crois qu'il y avait encore un autre concours de Miss. Enfin, elles avaient fait une, la ra enfin, c'était, la enfin, Oui, 2020, oui. tous les concours et en plus, ce qui était, en tout cas à mon sens, hein, je trouve une bonne chose, c'est que c'était pas forcément des femmes, très, très claires. C'était aussi des femmes noires, bah, à la peau noire ou plus foncée et cetera et je trouve que ça permettait une bonne représentation. Après encore une fois, quand on dit ça, c'est pas on ne dit absolument pas que les femmes, noires plutôt claires et cetera sont pas jolies. Au contraire, vous êtes aussi très belles, hein, s'il y en a qui nous écoutent, mais c'est juste que les femmes, noires à la teinte plus foncée sont généralement moins représentées, même si aujourd'hui ça commence à changer. Et donc du coup, j'ai une autre question, par rapport aux Antilles. Est-ce qu'il y a, une vente de crème éclaircissante ou pas là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Parce que je sais que souvent dans les pays où il y a le colorisme, il y a la vente de crème éclaircissante parce qu'il y a des personnes qui se disent: «Si je m'éclaircis, je vais être considérée comme plus belle, je vais être mieux traitée dans ma vie» et cetera et cetera. Est-ce que la vente de ces produits-là est présente aux Antilles? Alors, c'est possible. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse donc guadeloupéenne qui en parlait, Ouais. mais ayant vécu en Martinique jusqu'à mes 20 ans, ce ne sont pas des choses que j'ai vues en Martinique. Et des gens qui s'éclaircissent la peau, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Donc je dirais que non, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai vu là-bas, des gens qui s'éclaircissent la peau. En tout cas, c'est pas apparent. Après, on a l'exemple de Vybz Kartel, qui est jamaïcain, donc caribéen, qui l'a Oui. fait. Donc, ça lui aurait du coup permis d'être plus visible sur la scène musicale. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai vu se faire aux Antilles. Par contre, ici, pour le coup, ça m'avait choqué de voir des boutiques où c'était clairement en tête de gondole, très visible et tout à fait normal, du coup, entre guillemets. Mais aux Antilles, non, c'est pas du tout présent. Il faut savoir que la population est quand même majoritairement noire. Donc, c'est aussi, je pense, moi, un problème qui se pose que dans les pays où il y a beaucoup cette comparaison, où il y a différentes populations.
Mmh. Là, alors c'est vrai que lorsqu'on voit les Antilles de l'extérieur, on a l'impression que tout le monde est un peu, métisse, et cetera, alors que c'est pas du tout le cas. Mmh. Mais il y a pas ce souci d'éclaircissement de peau, en tout cas pas à ma connaissance. Non, moi non plus. Après forcément, j'ai pas non plus, grandi et passé la majeure partie de ma vie comme toi. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est vrai que j'ai pas c'est pas quelque chose que j'ai remarqué, aux Antilles. Peut-être que ça existe, mais ça doit en tout cas, c'est pas à grande échelle. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit Non, pas du tout. à grande échelle, aux Antilles, ouais. Mais c'est bien, je trouve qu'on ait parlé de l'aspect colorisme parce que c'est important et c'est quand même, présent. Ouais. OK. Alors du coup, il y a aussi d'autres, critères de beauté. Donc OK, on avait parlé de la couleur de la peau et tu m'en avais cité d'autres par rapport aux formes. Donc, quand tu dis les formes, qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, est-ce que du coup, c'est plutôt avoir, des formes, voilà, les hanches bien définies, tout ce qui va être un petit peu plutôt au niveau du postérieur et cetera? Ou est-ce que, bon, il faut plutôt être très fine? Est-ce que tu peux un petit peu te développer à ce niveau-là? Mais là, pour le coup, ça va être avoir des formes, mais toujours un ventre plat, heu, des seins, des fesses, une taille fine, ça va être, perçu comme l'idéal du coup. Mmh. Et c'est un peu le critère qu'on voit un peu plus, sur les réseaux sociaux en ce moment, bah, c'est un peu ça que le critère là-bas. Mmh. Sauf qu'aux Antilles, je pense que ça a toujours été présent. C'est Oui, oui, toujours. Ça ne vient pas du coup de la mode des réseaux. ouais, Là, pour le coup, bah, ça colle un peu, mais même lorsque ça ne collait pas, même lorsque, heu, c'était la minceur à tout prix, mmh, dans l'Hexagone par exemple, c'était pas le cas là-bas. ouais, Après, il y a toujours, le côté où la plupart des femmes veulent être au régime, perdre du poids et cetera, mais globalement le critère, c'est, fine mais avec beaucoup de forme quand même. oui, ouais, les fameux, ouais. Alors du coup, au niveau des, moi je voudrais parler un petit peu du niveau, pardon, au niveau des cheveux, parce que c'est quand même, quelque chose d'assez important. Du coup, quels sont les critères de beauté aux Antilles par rapport aux cheveux, en fait? Au niveau des cheveux, ce sera plutôt des cheveux, bouclés Mmh. ou alors, en fait, ça reste souvent une idée du «pas trop crépus» entre guillemets. Donc ça veut dire que, heu des il y a un métissage aussi, on va dire noir indien, Oui. aux Antilles. Donc ceux-là sont considérés comme très jolis parce que longs, bouclés, des boucles pas forcément très grandes, mais pas crépus non plus quoi, brillants. Hem, voilà, donc tout ce qui sera long et bouclé, c'est perçu comme l'idéal. Ouais et donc du coup, tout ce qui va être cheveux très crépus, plutôt vers le 4C, ce sera entre guillemets «moins bien perçu». Oui, quand même. Après, il y a le côté quand même, c'est quand même le type de cheveux de la plupart des gens. Donc même si c'est la vu comme l'idéal, il y a pas non plus cette folie du défrisant ou des produits, chimiques là-bas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même le mouvement du retour naturel qui est, très présent. Mmh. Je n'ai jamais eu les cheveux défrisés, sauf le fameux lissage que je n'ai pas choisi et j'ai jamais eu non plus cette, pression de le faire, comme j'ai pu entendre, des témoignages d'ailleurs. Mais alors du coup, par rapport aux cheveux, bon, déjà pour le défrisage, je pense que c'est parce que ces dernières années, il y a comme tu as dit le mouvement Naty et cetera, mais avant c'était quand Mmh. même assez répandu de faire des défrisages, quand même. Mais après c'est vrai que ces dernières années ça se fait moins et du coup aussi, est-ce que tu aurais une explication pourquoi les cheveux qui sont considérés comme plus crépus, sont moins bien perçus alors que ce sont quand même les cheveux les plus répandus dans la population de ces îles-là? Alors, je dirais que c'est aussi lié à la longueur puisque généralement, les personnes avec les cheveux crépus les auront plus courts. Hem, il y a aussi le côté où parfois beaucoup de personnes aux cheveux crépus ne savent pas forcément s'en occuper. Parce que même si actuellement le défrisage n'est pas forcément très présent, mais on sort d'une génération où c'était la norme. Mmh. Donc au final, les personnes reviennent au naturel et ne savent plus trop quoi faire. Personnellement, j'ai suivi une formation du coup pour m'occuper bien de mes cheveux à fond, savoir comment m'en occuper et cetera et et là, j'ai réalisé qu'en fait, même avant, donc avant le sage brésilien, Mmh. je ne savais pas du tout aussi m'en occuper et donc là, du coup, j'ai mes cheveux ont 2 ans entre guillemets et ils sont en meilleure santé, qu'ils ne l'étaient avant
Mais avant cet épisode de pardon, ils sont en meilleure santé qu'ils ne l'étaient, au préalable. Ah, c'est super intéressant, ce que tu dis et est-ce que tu pourrais partager avec nous le nom de l'organisme qui a fait ta formation? Comme ça, s'il y a des filles qui nous écoutent, elles pourraient elles aussi, faire cette formation? Alors là, ça s'appelle, Apprendre sa nature. Donc pour le site, c'est apprendre-sa-nature.com et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, qu'elle participe à ce podcast et que vous voyez un peu comment ça se passe Mmh. et franchement, c'est très bien. Donc la population, donc c'est les femmes aux cheveux, crépus ou bouclés pour vraiment se réapproprier sa nature de cheveux. Mmh. Donc il y a la partie, certes pratique, Ouais. donc comment s'en occuper, les soins, les shampoings, les bains d'huile Ouais, et c'est beaucoup. cetera. Il y a beaucoup d'efforts. Oui, oui, oui et aussi la partie estime de soi. Ah! Estime, du de soi et le fait d'être à l'aise avec ses cheveux. C'est-à-dire que souvent, par exemple, si on compare avec des cheveux lisses, Mmh. hem, beaucoup de personnes seront à l'aise avec le fait de sortir, sans les avoir brossés, peignés et cetera. Avec les cheveux crépus, on attend toujours une coiffure au top, une mise en pli au top, sinon on considère que ça fait pas propre, ça ne fait pas bien, et cetera. Et faut savoir, est-ce faut se poser la question, est-ce que nous-mêmes on est à l'aise avec nos cheveux Mmh. dans tous leurs états? Ouais, Et donc c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec, Apprendre sa nature. c'est intéressant, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est top, surtout l'aspect estime de soi et apprendre à aimer ses cheveux et je trouve que tu as soulevé un point très intéressant, c'est qu'en fait, on attend quand une personne porte ses cheveux crépus au naturel, qu'elle soit toujours tirée par 4 épingles, en fait. Que la personne, elle ait toujours l'afro parfait ou une coupe parfaite alors que non. Bon après bien sûr, faut les laver, ça on va vraiment pas remettre ça en question, mais il y a pas forcément besoin de faire une coiffure de gala à chaque fois que tu sors. Donc, je trouve que c'est intéressant, ce point-là, ce que tu as abordé par rapport aux cheveux et ouais, non, mais je trouve que c'est vraiment, tout ce qui est par rapport à enfin, la question des cheveux crépus, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment ces dernières années un changement et on apprend. Je pense que comme tu l'as dit aussi, c'est savoir s'en occuper, c'est un savoir-faire et des fois, on Oui, peut dire en tout cas, moi, je parle de mon point de vue parce que j'ai les cheveux crépus et pour le coup, moi, j'ai vraiment les cheveux, crépus de type 4C et cetera et des fois, on peut se dire: «Ouh là là, ça demande beaucoup d'efforts» et je pense que ce qui peut nous aider, c'est de voir ça un peu comme, du self-care, se dire: mais «Bon, bah» ça l'est, ça ouais, l'est. c'est vrai, ça l'est, ouais. Ça l'est au fond. Se dire: «Bon, là, c'est mon petit moment, je vais faire mon petit masque, me dérangez pas» et prendre ce petit moment pour soi, en fait. Ouais. Ouais, c'est très intéressant et aussi je pense qu'il faut vraiment se détacher de l'image, ou en tout cas de l'idée aussi comme tu as dit, se détacher de l'idée que si les cheveux sont crépus, ils sont forcément courts. Parce que ça, je trouve, c'est une pensée qu'on s'est répétée très longtemps et aujourd'hui, en voyant justement les femmes réapprendre à s'en occuper, ben, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas forcément le cas. Il y a des femmes qui ont les cheveux crépus et qui arrivent à se les faire pousser très, très long, mais encore une fois, c'est une question de Oui, savoir s'en occuper, comme tu l'as dit. Parce que si on ne sait pas forcément s'en occuper, bah, du coup, ils vont se casser, donc du coup, ben, ça va limiter la pousse, ou en tout cas, on n'aura pas l'impression qu'ils vont pousser. Alors que si on prend le temps, mais bon, encore une fois, il faut être patiente parce que bon, c'est pas facile, oui. mais après ils peuvent pousser aussi. Je pense que c'est important de se le dire et aussi, il y a un dernier point que je voudrais dire. Désolée, là, c'est pas vraiment une question, mais c'était plutôt une opinion et je pense que c'est important aussi C'est intéressant. qui nous écoutent, c'est qu'aussi, même si on a, en fait, il faut pas trop s'arrêter à l'idée de la société. Oui, si tu as les cheveux très crépus, c'est moins bien perçu. C'est pas parce que c'est moins bien perçu qu'ils sont, entre guillemets, «moins beaux». Si ça se trouve, dans 10 ans, ça va être la mode d'avoir les cheveux bouclés, frisés, crépus et cetera. Enfin, en fait, on revient un peu à ce que tu disais à la base, ce que tu disais au début, c'est que c'est pas une question d'opinion extérieure, mais c'est toi et toi-même, qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Est-ce que tu es bien avec et cetera? Je sais que pour certaines, ça peut ne pas être facile, surtout quand on voit les messages ou des médias ou des fois des messages qui peuvent venir de l'extérieur. Je sais pas, d'un membre de la famille ou quelqu'un qui dit: «Oh là là, tes cheveux, tu pas du tout coiffé» ou «Oh, c'est pas joli comme ça» ou je sais pas, ça peut être n'importe quel type de message négatif. Mais il faut vraiment pas s'arrêter à ça parce que, bah, au final, tous les cheveux sont beaux. Il faut juste apprendre à bien s'en occuper et être à l'aise avec. Donc ouais, je trouve que c'est un sujet, très, très intéressant. Oui, vraiment.
Et je pense que la confiance aussi passe aussi par les cheveux, puisque c'est une très grande part de notre image, c'est directement sur le visage. Donc, si on n'est pas Ouais, forcément à l'aise avec ses cheveux, c'est vrai, ça peut être plus compliqué. Et ouais. puis aussi, autre chose sur les cheveux, accepter le shrinkage, alors que, donc rétrécissement pour ceux qui ne savent pas, Mmh, parce que les cheveux longs, c'est toujours très bien perçu. mmh, Et par exemple, là, bah, les miens ont rétréci ouais. et je suis à l'aise avec ça, alors que ce n'était pas forcément le cas avant la formation, du coup. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que des fois, on se dit: «Ah» parce que comme tu as dit, ils rétrécissent et du coup, tu te dis: «Ah, j'ai pas la longueur que je veux» et cetera et c'est vrai que des fois, on n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais moi, il y a un truc qui m'a, enfin, un truc, je trouve, qui aide et qui remet vraiment les choses en perspective, c'est de prendre une petite boucle ou une partie des cheveux et de se rendre compte que même si on les voit, ils sont rétrécis, en fait, ça va être très voilà! Ça veut rien dire, même si on voit qu'ils sont plus courts. Non, ils sont pas cassés, ils sont là. Donc ouais, Oui, c'est important. exactement. Et aussi, il y a une autre particularité que j'ai remarquée aux Antilles, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'aux Antilles, il y a vraiment cette culture des tissages ou des perruques. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop répandu. Alors, je voulais l'avis d'une personne qui a vraiment passé toute sa la majeure partie de sa vie là-bas. Les tissages, il y en a. Mmh. Les braids, il y en a, c'est une coiffure que les gens font et tout. Mais par contre, les perruques, absolument pas. C'est-à-dire que les perruques, bon, il y a quand même le côté influenceuse de l'Hexagone qui en mettent, donc parfois certaines le font, mais ça va être pour une occasion, mais pas pour. Ça va pas être la norme, quoi. Alors, les filles vont en mettre pour des shootings photos, pour un truc spécial, mais ça va pas être leur norme. On ne va pas connaître une personne uniquement avec sa perruque ou avec ses rajouts. Euh, Si on connaît une personne pendant 2 mois, c'est absolument, quasiment certain qu'on aura vu ce cheveu naturel au moins une fois, quoi. Alors que c'est vrai qu'ici, c'est pas forcément le cas. Ici, il y a beaucoup plus cette culture perruque, extension, etc. Alors que là-bas, beaucoup moins. Et Vraiment pas trop. c'est pourquoi ou c'est juste comme ça? Ça n'a pas forcément une image super positive non plus là-bas, Ah bon? Ah, les perruques en particulier. mmh. Mais je pense que bon, les perruques ramassent beaucoup de critiques en règle générale. Oui, c'est vrai. Lorsque Aujourd'hui un peu moins, parce que c'est devenu beaucoup plus répandu, mais c'est vrai mais qu'à maintenant, c'est un peu plus la tendance. ouais, 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 c'est vrai. Et Mais sinon, bah, mmh, il y a un autre point que je vais aborder par rapport aux cheveux et je pense peut-être que tu connais, aussi. Après, c'est plutôt un point historique. Je ne sais pas trop comment je vais formuler ma question, mais en fait, je voulais parler un petit peu des, marée-têtes et de l'origine, en fait, de ça. Je ne sais pas si toi, tu connaîtrais, l'origine des marée-têtes. Est-ce que aussi déjà tu peux expliquer qu'est-ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un marée-tête? donc un marée-tête, donc si on décortique le mot marée, c'est attaché et tête, tête. Donc tout ce qui va être, foulard qu'on va utiliser pour attacher ses cheveux. Donc l'origine, elle est pas si positive que ça. Donc alors il y avait une loi, me semble-t-il, au cours de l'esclavage, la loi Signe, je crois, quelque chose comme ça, La hem, qui, heu, qui interdisait les femmes noires, du coup, de porter leurs cheveux naturels pour ne pas, distraire, les colons ouais, et donc les femmes devaient absolument, porter ça. Donc au final, c'est devenu, aussi culturel parce qu'il y a même des significations, c'est-à-dire avec, une petite tête sur le haut ou 2 ou 3, ça indiquait la situation maritale, donc célibataire, marié, en couple, mais il y a moyen, des choses comme ça. Donc au final, c'est quand ça a quand même intégré la culture antillaise puisque, ben, pendant des siècles, ça a été comme ça et même après, c'est resté puisque les gens avaient cette habitude de procéder comme ça et donc ça vient de là. Donc ça vient de l'esclavage et de cette fameuse loi qui interdisait les cheveux, naturels. Donc ils se sont appropriés cette interdiction et ils ont fait quelque chose, d'un peu plus artistique. et ben, c'est ce que j'aime dans la culture, antillaise, je trouve, c'est vraiment malgré toutes les difficultés qui ont été, imposées à la population, il y a toujours une façon de créer quelque chose d'unique, en fait, par rapport à ça et je trouve que le Marée-Tête, c'est vraiment un bel exemple, en fait. Je trouve que c'est un exemple de résilience et c'est aussi un moyen, d'exprimer, comme tu as dit, c'est artistique et aujourd'hui, ça fait aussi partie de la culture, antillaise et je trouve encore une fois que c'est vraiment un moyen très intéressant de se réapproprier la chose parce qu'en fait,
Du coup, j'ai aussi lu un petit peu sur l'histoire de la loiTignon et cetera et du coup, il y avait des personnes qui étaient, jalouses des cheveux, crépus parce que voilà, apparemment, hein, ça attirait l'attention des maris et il y avait des femmes qui n'aimaient pas trop ça et C'est donc ça. ils ont créé cette loi et donc en fait, je trouve ça drôle parce qu'en fait, la loi, c'était soi-disant pour que ces femmes pour qu'on ne les regarde plus parce que, voilà: «Non, montrez pas leurs cheveux, ça va attirer, elles vont piquer mon mari». Puis au final, et bah, OK, on cache les cheveux, mais on met du coup un baume à tête et je pense que, ça piquait quand même des maris. Donc la Très loi, en probablement. plus, je suis pas trop sûre qu'elle ait fonctionné, hein. C'est Ça je ça. trouve que ça me fait un peu rire, mais ouais, c'est très intéressant et encore une fois, quand on parle d'acceptation des cheveux, bah, ça montre qu'on nous dit oui, on nous dit oui les cheveux, pardon, on nous dit oui les cheveux, crépus, s'ils sont très crépus, ils vont être moins bien perçus, mais je me dis si on a quand même créé une loi pour les cacher, ça veut dire que, on les a cachés en plus par entre guillemets «insécurité». Excuse-moi. Ouais, on les a cachés un peu par insécurité. Ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose de beau dans ses cheveux, en fait. Si C'est ça ça. dérangeait autant, enfin, bon, c'est après ça n'engage que moi cette partie-là. OK, Tout à alors fait d'accord. ouais. Alors est-ce Un qu'il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est, heu, un petit peu comment développer cette confiance en soi? Tu nous as déjà donné des petites astuces, mais toi, quels conseils tu aurais pour les autres femmes qui nous écoutent, qui aimeraient développer leur estime d'elles-mêmes par rapport à la beauté et les critères de beauté? Alors je dirais prendre soin de soi. Alors parce que si, on fait une critique, par exemple, et que vous approuvez la critique, c'est-à-dire qu'on te dit, «Tes cheveux sont pas beaux», par exemple, et que tu n'en prends absolument pas soin. Au fond, tu vas être affecté par la critique, en partie parce que tu sauras que cette critique est un peu vraie, ou tu la trouveras un peu vraie. Alors que si tu prends soin de toi et que tu fais vraiment, et qu'à la fin, tu te trouves jolie, une critique aura forcément beaucoup moins d'impact. Et puis, si on se trouve jolie, il y a des chances que les autres en face le trouvent aussi. Et donc, si on se base encore sur l'avis des autres, ça va aussi booster notre confiance en soi. Donc, je trouve que ça, c'est Intéressant. un bon point. Et puis, autre chose, essayer d'avoir le meilleur port possible, donc se tenir droit, euh, sourire, paraître agréable, quoi. Vraiment être agréable. Et puis, ça se ressent aussi dans nos interactions avec les autres. Par exemple, on ira rarement demander son chemin ou l'heure à quelqu'un qui a l'air énervé, méchant. Et donc, soyons cette personne qui a l'air agréable et facilement abordable. Et je pense que si on fait ça, qu'on prend soin de soi, au final, on finit par être à l'aise avec son image. Et puis, les autres nous le renvoient. Ouais, top, super, super intéressant. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter par rapport aux critères de beauté et comment s'en détacher pour le coup? Alors, pour s'en détacher, vraiment, il faut s'attacher au sien. C'est-à-dire que forcément, la beauté, ce qu'on trouve beau, on le trouve beau par rapport à ce qu'on voit autour de soi, par rapport à la société dans laquelle on est. Mais on a aussi l'opportunité de choisir, de se choisir. C'est-à-dire, je me détache de ce que je vois à l'extérieur, de ce qui est exigé pour l'extérieur, et je me mets vraiment à fond, entre guillemets, pour mettre en valeur les choses que je possède, que j'aime bien chez moi, et pour ce que j'aime moins, réfléchir à comment est-ce que je peux l'accepter mieux. Et encore, accepter, c'est pas forcément un bon terme, parce que par accepter, au fond, on dit que derrière, c'est pas vraiment OK. Alors que si on apprend à aimer et pas accepter, Mmh. là, comment dire? En fait, on On admet déjà, en règle générale, qu'il y a de la valeur dans cette chose. Donc ça veut dire, j'accepte mes cheveux, j'accepte mon corps. Heu, il y a une difficulté dans accepter. Mais j'aime mes cheveux, j'aime mon corps, c'est juste de l'amour et il y a pas besoin d'autre chose, quoi. ouais. Ah, j'aime trop, bah, je trouve que c'est vraiment une belle, conclusion. Merci beaucoup Olivia, c'était
super intéressant de discuter avec toi et de parler de tous les critères de beauté aux Antilles, aussi de parler de ton expérience à toi. Est-ce que tu aurais un compte Instagram pour que les personnes qui nous suivent peuvent suivre tes activités et peut-être entrer en contact avec toi? Alors mon compte Instagram, donc c'est @olivialuscap, Luscap. Et puis, donc mon nom et mon prénom, Olivia Luscap, sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, c'est un peu plus professionnel, un peu plus agent immobilier. Sur Instagram, on va dire agent immobilier et cheveux parce que, j'aime bien m'en occuper et puis, voilà, un petit peu du quotidien, voilà. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Olivia, c'était un vrai plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, moi, c'était un très grand plaisir de participer, c'était un sujet très intéressant. Ça fait un plaisir d'échanger avec toi.